Voilà, ça y est, c'est parti. Je mettrai l'enregistrement sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez le revoir le cas échéant. Donc, dernière partie du cours, statistiques et estimation. Ça, c'est le cours que vous pouvez trouver sur Discord, de façon à pouvoir compléter. Il y a des parties, hein, si vous regardez, il va y avoir un moment, une partie vide, et je vous dirai à peu près ce qu'il faut mettre dedans. Voilà. Donc, on va faire le lien entre ce qu'on a fait jusqu'ici avec les lois normales et les statistiques. Mode plein écran. Youpi, j'y suis arrivé. Bien. Alors, ce chapitre va faire appel à ce qu'on a vu en seconde il y a un petit bout de temps, un peu plus de 2 ans maintenant, sur la fluctuation d'échantillonnage. Si vous vous rappelez un petit peu les simulations de lancer de dés, simulations de lancer de pièces, etc. qu'on avait fait en classe, on essayait de comprendre ce que c'était que la notion de probabilité, notamment en mesurant la fréquence d'apparition d'un événement. Par exemple, avoir pile, on lance 50 fois une pièce et on regarde combien de fois le pile est tombé, et on fait ça en fréquence. On avait fait ça, enfin moi personnellement j'ai fait ça avec un dé, la fréquence de sortie du 6, et évidemment on ne trouve pas un sixième. Cette fréquence observable varie, elle fluctue comme on a dit à ce moment-là, et on vous a dit elle fluctue dans un intervalle qu'on appelle l'intervalle de fluctuation. Donc l'objet du cours d'aujourd'hui est d'essayer de comprendre un peu d'où vient cet intervalle de fluctuation. Donc je reprends un petit peu le cours sur les lois normales et faire un petit complément. On a un premier théorème dans le cours qui permet de faire apparaître un intervalle. Voilà. Donc on vous précise que U alpha c'est le nombre qu'on a déjà vu là dans le cours sur U alpha. Chercher une probabilité, enfin la valeur qu'il faut donner à une borne pour avoir une probabilité donnée, le U alpha, intervalle centré. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Hein, il existe un unique U alpha pour un alpha donné par rapport à la probabilité qu'on cherche. Donc du coup, on se dit, pour tout alpha fixé, compris entre 0 et 1, puisque c'est une probabilité, il manque une parenthèse, la probabilité que x appartienne à cet intervalle-là, qui est mu moins sigma U alpha, mu plus sigma U alpha, elle est égale à 1 moins alpha. Alors pourquoi? Bon, petite... non. Oui, alors, dans les exemples qu'on avait vus, hein, pour situer avant de faire la démonstration, là la copie d'écran n'est pas terrible, mais on avait vu 0,005 était environ égal à 1,96, et on avait dit que si on se mettait dans l'intervalle mu moins 1,96 sigma et mu plus 1,96 sigma, on avait à peu près 95% de la surface couverte. Donc en fait on a 95% au niveau de la probabilité. La probabilité que ma valeur soit dans cet intervalle là est de 0,95. Alors évidemment on peut être un peu plus précis, hein, si on prend un intervalle avec 0,01, donc on est à 99, hein, à 99%. On a une valeur ici qui vaut environ 2,58 qu'on peut retrouver avec la calculatrice, et quand on se place dans cet intervalle là, mu moins 2,58, ça c'est les U alpha, sigma, etc., on a une probabilité que x soit dans cet intervalle avec une probabilité de 0,99. Donc ça c'est les valeurs qu'on a déjà croisées. Et puis il y avait une autre façon de voir les choses, qu'on appelle les intervalles 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, donc mu moins sigma jusqu'à mu plus sigma. Et bien quand on fait ça avec un seul écart type, on est à 0,683. Quand on est à 2 sigma, bon, vous voyez 1,96, 2 c'est pas très loin, hein, on est à un peu plus de 95%, on est à 95,4, etc. Alors bon, ça a pu vraiment son importance maintenant, mais dans les sujets de bac qu'on aurait pu trouver, il y a des fois il y a des petites questions comme ça, et il faut se rappeler de la valeur qu'elle a, ou de celle-là, et de se dire, ah, bah là on est en train de m'interroger sur l'intervalle 1 sigma, pour retrouver sigma, par exemple. Voilà. Alors, je reviens sur la
sur la démonstration assez rapidement du théorème que je viens de vous énoncer. En fait, c'est un théorème qui s'énonce, c'est un jeu d'écriture. C'est-à-dire que on est dans le cadre, ça je vais le rappeler à chaque fois, mais bon, x suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré. La variable x moins mu sur sigma, elle, je vous rappelle, quand on fait ce changement de variable là, on fait un centrage réduction. Centrage parce qu'on retire moins mu, et réduction puisqu'on divise par sigma. Suit elle une loi normale centrée réduite. En gros, l'espérance va être de 0 et l'écart type va être de 1. Alors, on avait le théorème qu'on avait vu précédemment sur le U alpha, là, quand on est sur un intervalle centré, on cherche le U alpha qui convient, de façon à ce que la probabilité que ma variable, quand elle suit une loi normale centrée réduite, soit égale à 1 moins alpha. On est arrivé à ça, donc il y a un U alpha qui correspond. Et là ça convient bien, puisque ici on n'encadre pas x, on encadre x moins mu sur sigma. Ce qui veut dire une variable qui suit une loi normale centrée réduite. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc on part du théorème qui était que j'ai appelé la partie U alpha. Après, par un jeu d'écriture, sigma étant un nombre non nul et strictement positif, on ne change pas l'ordre. Du coup, on va pouvoir multiplier par sigma de tous les membres de cet encadrement, puis ajouter mu à chacun des éléments de cet encadrement pour arriver au final à ce qui était demandé dans le théorème. Donc en gros, on était sur une loi normale centrée réduite, et maintenant on a un intervalle qui concerne n'importe quelle loi, n'importe quelle loi normale de paramètres mu et sigma carré. Voilà, donc c'est l'équivalent du théorème qu'on avait vu sur le 1 moins alpha, sauf que là c'est plus U alpha, hein, c'est cette formule-là. Alors, ça c'était le complément. Donc c'était une extension un petit peu du cours qu'on avait vu. On revient en seconde. Alors évidemment en seconde, quand on fait des expériences aléatoires, on n'est pas en train de compter combien de fois le 6 est sorti. Hein. On mesurait la fréquence. Donc c'est pour ça que avoir xn, c'est une variable qui compte combien de fois il y a eu de succès. Hein, vous aurez le temps de le lire tranquillement, mais xn est une variable qui suit une loi binomiale. Hein, parce que quand je répète la même expérience aléatoire un certain nombre de fois de manière indépendante, et avec un succès et un échec, je suis dans le cadre de la loi binomiale. Donc voilà, donc la variable elle mesure quoi? Elle mesure le nombre de succès qu'on va avoir. Quelle est la probabilité d'avoir 3-6 sur 50 lancers de dés, voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence. Donc quand on calcule la fréquence, on va évidemment diviser la valeur par le nombre de fois où on a répété l'expérience. Donc si on a lancé 100 fois un dé, on va diviser par 100. Donc on crée une nouvelle variable. Vous voyez, vous avez une variable aléatoire, vous faites un calcul dessus, comme pour le centrage réduction, et vous obtenez une nouvelle variable, cette variable fn. Cette variable va être la fréquence de succès. Hein, dans tout le cours, je noterai tout le temps fn, fréquence de succès. Alors, quelle est la probabilité que cette fréquence de succès prenne une valeur donnée pour un nombre k compris entre 0 et n? C'est-à-dire 0 succès, 1 succès, 2 succès, n succès. Eh bien, elle est exactement égale à la probabilité que xn soit égal à k. Ce qui fait que cette probabilité-là, je pourrais la calculer directement comme ça en utilisant la formule de probabilité d'une loi binomiale. Donc vous avez le k par moyenne, le succès à la puissance k, puisqu'on l'a fait 4 fois, k fois, et on a eu n-k échec. Donc voilà la probabilité qu'on avait déjà vue. Mais évidemment, c'est la probabilité que fn prenne une valeur bien particulière. Alors, intéressons-nous un petit peu plus à cette variable aléatoire, fn. Donc, premier résultat qu'on va avoir, c'est que on peut déterminer son espérance et son écart type à partir de l'espérance et de l'écart type d'une loi binomiale. Alors, je vous rappelle que quand on fait une loi binomiale, l'espérance c'est n fois p. Voilà, et la variance c'est n fois p fois n-1 moins p. D'accord? Généralement, moi, à mon époque, on appelait ça Q. Q, c'est 1 moins P, c'est la probabilité de l'échec. Hein. Donc, la variance, c'était simple, c'était comme l'espérance fois Q. Donc, NP pour l'espérance et NPQ, donc NP 1 moins P pour la variance. Et comme l'écart type
c'est la racine carrée de la variance, vous obtenez cette racine carrée là. Alors pourquoi ces valeurs-là? Ben, tout simplement, bon là je passe un petit peu vite, mais on peut démontrer que l'espérance est une fonction qui respecte la propriété de linéarité. Donc ça veut dire que si j'ai une formule comme ça de ce type-là affine, le A peut sortir et puis la constante aussi. Donc on va se retrouver avec cette formule-là. La variance, elle, ne l'est absolument pas. Du coup, si je fais V de AX plus B, eh bien, je vais avoir un A carré. Exemple. Je vous rappelle que l'espérance, c'est un calcul de moyenne. Imaginons que j'additionne 3 points à tout le monde au niveau d'un DST. Eh bien, la moyenne va augmenter de 3 points. Si je retire 2 points à tout le monde, la moyenne va descendre de 2 points. Si je multiplie par 2 toutes vos notes, eh bien, la moyenne va être multipliée par 2. C'est ce que dit cette formule-là. Par contre, la variance, elle, non, pas du tout. Si je multiplie, enfin, si j'ajoute 2 à toutes vos valeurs, à toutes vos notes, ça ne changera pas la variance, puisque la constante ici n'a aucune importance pour le changement de variable. Et par contre, si je multiplie par 2 toutes vos notes, eh bien la variance va être multipliée par 4, par le carré de ce que je viens de faire. Donc si je multiplie par 3, ben, ça sera 9, et ainsi de suite. Alors, bon, je vous demande d'admettre ces deux propriétés-là, hein, la linéarité de l'espérance, et puis cette formule-là pour la variance. Et on reprend tranquillement les formules qu'on a vues sur l'espérance de Fn, c'est l'espérance de Xn sur n, on va écrire comme ça. Et puis, comme c'est linéaire, le 1 sur n va pouvoir sortir, et on va se retrouver avec 1 sur n, espérance de Xn. Sauf que, quand on a une loi binomiale, l'espérance de Xn, c'est n fois p. Donc on va avoir 1 sur n fois n fois p, ce qui va vous faire p. Voilà, si on suit le même raisonnement sur la variance, on fait le changement de variable, le 1 sur n va sortir avec un 1 sur n carré. La variance, comme je vous l'ai rappelé, c'était n fois p fois 1 moins p. Donc je vais diviser tout ça par n au carré. Il va y avoir le n au numérateur qui disparaît, il y a un n qui va apparaître au dénominateur. Et comme l'écart type, ce qui nous intéresse ici, c'est la racine carrée de la variance, vous allez avoir une racine carrée sur l'ensemble ou le quotient des deux racines. Quoi. À vous de voir comment vous retenez plus facilement la formule. Donc voilà ce qui explique ce théorème-là, qui permet, sur cette variable-là, la variable de succès, de connaître son espérance et son écart type. Voilà. Alors, je fais le lien avec le dernier cours, le tout dernier cours. J'espère que vous avez eu le temps de regarder la vidéo. Ce dernier cours dit que dans certaines conditions, on peut approximer une loi binomiale. On peut approcher les résultats de calcul de probabilité d'une loi binomiale à l'aide d'une loi normale. On dit que ma loi binomiale va être approchée par la loi normale. Et quand on fait ce changement de variable-là, c'est-à-dire x moins, ici c'est l'espérance divisée par l'écart type, donc vous retrouvez ici l'espérance d'une loi binomiale, et ici vous retrouvez la racine carrée de la variance d'une loi binomiale. Et bien cette variable-là, quand je fais ce changement de variable-là, peut être approchée par une loi normale centrée réduite. Alors évidemment, c'est par rapport à la variable xn. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la variable qui compte la fréquence. Donc on va diviser par xn, on va diviser par n le numérateur et le dénominateur pour faire apparaître le xn sur n. Ce qui va nous donner ça et ça. Hein, le n n'est pas dans la racine carrée. Quand il rentre dans la racine carrée, il rentre avec un carré. Du coup, vous allez avoir n fois p fois 1 moins p sur n au carré, et les n vont se simplifier, ce qui va vous donner ce calcul-là. Et si on regarde bien, je fais mon changement de variable, et bien ça c'est la variable fn, voilà, fréquence, moins son espérance, divisé par son écart type. Et bien, quand je vais faire ça, je vais retomber sur ma loi normale centrée réduite. Donc sous les conditions qui ont été énoncées pour le théorème de Moivre-Laplace, c'est-à-dire répéter au moins 30 fois l'expérience, il faut que l'espérance soit supérieure ou égale à 5, et que l'espérance de l'événement contraire soit supérieure ou égale à 5. Bon, c'est un moyen de le retenir, sinon vous retenez les formules. Eh bien, la loi de la variable fn peut être approchée par une loi qui est celle-ci.
Et vous retrouvez l'espérance ici et l'écart type. Sigma carré là. D'accord? Bien, exemple. Bon, je prends 100 fois le lancer d'une pièce bien équilibrée. On compte l'apparition de pile ou face, peu importe. On note F100, la fréquence de succès. On est dans un schéma de Bernoulli d'ordre 100. On a répété 100 fois la même expérience. Voilà. Donc d'après le théorème qu'on vient de voir, l'espérance, ça va être de 0,5. On espère que qu'on a une chance de 50% d'avoir des piles, quoi. Et puis on a un écart type de 0,05. Sous ces trois conditions, sous les conditions d'expérience sur lesquelles on est, c'est-à-dire lancer 100 fois, donc on est bien supérieur à 30, on voit que n fois p, n fois p ça fait 50, on est bien supérieur à 5, et on trouve la même chose pour l'événement contraire. Donc ça veut dire qu'on est typiquement dans l'utilisation de ce théorème, qui dit que maintenant ma variable f100 peut être approchée, on peut avoir des résultats proches des résultats qu'on obtiendrait si on utilisait la loi de f100, par une loi normale de paramètres 0,5 puisque c'est l'espérance, et 0,05 au carré puisque c'est l'écart type au carré. Hein. Espérance, mu, sigma carré ici. Ça va pour l'instant? Vous suivez? Oui, je suis. Oui, c'est bon. Bien, très bien. Tout ça pourquoi? Pour retomber sur notre fameux intervalle de fluctuation. Alors, cette partie s'appelle prise de décision. Vous allez voir qu'on va, en fonction de l'événement qui va se produire, on va être dans la situation d'avoir une décision à prendre. On va le voir tout de suite, mais un petit rappel sur ce qu'on avait vu en seconde. L'intervalle de fluctuation, on est dans un intervalle où on connaît la probabilité du succès. Donc on ne fait que mesurer. En faisant notre expérience aléatoire. Et il y a des fois, là c'est l'intervalle de confiance, on ne connaît pas la probabilité de sortie. Et on la cherche. Donc voilà. Vous pouvez utiliser ces deux aspects. Par exemple, j'ai une machine qui fabrique des objets avec des défauts à tant de pourcents et je cherche à savoir, donc je connais la probabilité du défaut et je cherche à savoir si ma machine elle marche bien. Du coup, comment faire pour savoir si une machine marche bien? On la fait tourner. Et on regarde, on mesure combien il y a eu de défauts sur 100 créations d'objets. On va avoir une fréquence. Cette fréquence, est-ce qu'elle est normale par rapport à ce qu'on est censé obtenir? Eh bien, si elle appartient à l'intervalle de fluctuation, on va dire oui. C'est cohérent. Et si elle n'intervient pas, si elle n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel on observe à peu près 95% des valeurs, il y a un risque que la machine elle soit déséquilibrée, comme il y a un risque à 5% près que la machine est bien équilibrée, mais pour une fois elle a donné une valeur qui est en dehors de l'intervalle. Bon, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de cet intervalle-là, mais voilà à peu près le cadre dans lequel on va se placer dans la suite du cours. Donc la loi de fréquence Fn, on vient de voir que c'est cette loi normale avec ces paramètres-là. Grâce au théorème du début du cours, donc le tout premier qu'on a vu, on peut déterminer un intervalle. Voilà. Alors généralement, quand on met cet intervalle-là, bon, les élèves ont un petit mouvement de recul parce que c'est pas une formule très très simple. Hein. Il faut bien comprendre. Et quand on lit le théorème, elle n'est pas forcément très très évident à comprendre. Donc on a alpha qui appartient à 0,1. Ensuite, on a un intervalle, cet intervalle-là, qui est défini comme ça. D'accord? Cet intervalle-là, on essaiera de comprendre pourquoi on a cet intervalle-là, mais en tout cas, il est construit comme ça. On a P moins U alpha, racine de P, facteur d'un moins P sur N. Et on a la même chose de l'autre côté, au lieu d'avoir un moins, on a un plus. Ce qui sous-entend, ce qui signifie que mon intervalle est un intervalle centré en P. Hein, il a un demi-rayon, ici, de cette valeur-là, autour de P, ce qui va faire son amplitude. Voilà, alors que dit le théorème? Il dit que la probabilité que ma fréquence appartienne à cet intervalle
elle va se rapprocher de 1 moins alpha, vous voyez qu'il y a le U alpha qui est ici, elle va se rapprocher de 1 moins U alpha, enfin 1 moins alpha, pardon, quand n va se rapprocher de l'infini. Donc ça veut dire que plus n est grand, plus la probabilité que ma fréquence soit dans cet intervalle se rapproche de 1 moins alpha. Voilà. Alors, je ne vous ai pas développé la démonstration, elle est dans le livre. Hein, là, je suis les théorèmes du livre. Donc, il y a quelques petits changements, mais voilà. Donc, cette démonstration, vous la trouverez dans le livre. Hein, c'est une démonstration exigible. Elle n'est pas très compliquée, mais bon, voilà. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur cette démonstration, je me ferai une joie de vous l'expliquer. Mais bon, dans la situation qu'on vit, je suis pas sûr que tout le monde soit intéressé par cette démonstration du coup. D'un point de vue purement pratique, ça va pas forcément beaucoup servir à ceux qui vont faire de la classe prépa. Et pour ceux qui vont faire des sciences sans faire des maths fondamentales, la démonstration ne servira à rien, on utilisera juste le théorème. Donc voilà, si vous voulez aller le voir par curiosité, allez-y. Eh bien, cet intervalle s'appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique de ma variable de fréquence au seuil de 1 moins alpha. Voilà. Donc en seconde, on avait vu un intervalle de fluctuation, je vais revenir dessus dans quelques instants. Et bien là, on a un intervalle plus général. On se fixe un seuil. On se fixe un seuil avec alpha. Et on va avoir automatiquement un intervalle. Par exemple, si je veux que 90% de mes valeurs, que je puisse avoir 90% de chance que la valeur que je vais mesurer expérimentalement soit dans mon intervalle, et bien 90 c'est 0,9, donc il faudra prendre alpha égale à 0,1. Donc du coup, si vous prenez alpha égale à 0,1, on sera à 90%, donc 0,9, et vous aurez un U alpha qui correspond. Et vous aurez donc une formule. Voilà. Donc ça, à retenir, c'est l'intervalle asymptotique. Pourquoi asymptotique? Parce que vous avez une notion de limite qui est derrière. Hein, je vous ai dit, on va se rapprocher de 1 moins alpha quand n devient grand. Donc il faut augmenter le nombre d'expériences pour se rapprocher de cette valeur-là. C'est pour ça que ça s'appelle la fluctuation asymptotique de Fn. Voilà, de la même façon qu'en seconde, quand on faisait nos simulations, quand on faisait ça 100 fois, ben on avait un intervalle assez grand. On n'avait pas toujours 95% dedans. Et puis on le faisait 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Évidemment là c'est pas vous qui le faisiez, hein, c'était la machine. Et on s'apercevait que cet intervalle était plus précis. Et que la probabilité qu'on tombe dans cet intervalle était plus proche de 95%. Alors en pratique, on utilise un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Ça veut dire que le alpha vaut 0,05. Alors il se trouve que quand alpha vaut 0,05, on l'a vu dans les valeurs à connaître, entre guillemets, parce que bon, si quelqu'un arrive à retenir ces valeurs sur une dizaine d'années, je veux voir, à moins d'utiliser tous les jours, mais bon, on a vu dans le cours que cette valeur c'est environ 1,96. Ce qui fait que si je réécris l'intervalle de fluctuation asymptotique, au seuil de 95%, la formule que j'avais tout à l'heure avec un U alpha ici va être la même, mais au lieu d'avoir U alpha, j'ai 1,96. Voilà. Normalement, au bac, cet intervalle est à connaître. Au seuil de 95%. On pourrait vous demander celui à 99%. Mais personnellement, j'ai jamais vu personne interroger sur cet intervalle-là. Donc, voilà. Bien, donc ça c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est bien joli tout ça. Mais nous, en seconde, on avait une formule qui était beaucoup plus simple. Là, voilà. C'était 1 moins 1 sur racine de n, plus 1 sur racine de n. Voilà. Alors, quel est le lien entre les deux? Eh bien, là encore, il y a une démonstration qui est faite dans le livre, et on arrive à prouver que cet intervalle-là, il est plus précis. Il est inclus dans l'autre. Alors vous vous en souvenez pas, mais avec mes élèves, j'avais fait la remarque que souvent, quand on comptait, on avait fait un petit programme pour compter combien de fois en fréquence on était tombé dans l'intervalle de fluctuation,
pour voir s'il était vraiment à 95%. Bon, assez souvent, on était un poil au-dessus. 96, voilà, 97. Voilà, mais c'est normal, parce que théoriquement, on arrive à démontrer que l'intervalle de fluctuation asymptotique, qui lui contient bien 95%, eh bien, il est inclus dans un intervalle qui est plus grand. Et comme il est plus grand, bah, c'est comme une épuisette, hein, ça attrape plus de choses. Il y a plus de fréquences qui vont tomber dedans. Du coup, comme c'est plus fréquent, bah, il y a plus que 95%. Voilà, premier intervalle, l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors là, c'est une copie du livre. Hein. On a parlé au tout début de prise de décision. Il va falloir décider si on accepte ou on n'accepte pas ce qu'on a sous les yeux. Alors voilà, c'est ici que ça se passe. Donc tout ça pour ça. Au final, dans les exercices que vous allez avoir, vous avez juste ça à savoir. Et les conditions. Donc je reprends. J'ai une population d'effectifs grand N. Il y a une proportion d'un caractère P, avec une probabilité P. Bon. On voudrait savoir si cette hypothèse elle est juste. On va dire, allez, prenons un cas bien concret, la proportion de gens qui ne respectent pas les conditions sanitaires. Voilà, je me balade dans la rue, je rencontre dans un centre commercial qui normalement devrait être fermé, mais imaginons qu'il soit ouvert, je chope 100 personnes et je mesure combien il y en a qui le respectent. Et je voudrais savoir si on est à 95, 97, 70% de gens qui respectent le confinement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais les compter, 1, 2, 3, 4, tous ceux qui ne le respectent pas. Et je vais regarder si c'est cohérent. Bon, enfin, tout là, on veut savoir quelle est la proportion de gens qui le respectent. Donc on va compter combien il y en a qui le respectent. Ça va nous faire une fréquence. Donc cette fréquence, on sait que derrière, il y a la loi Xn, c'est une loi binomiale, qui a des conditions pour pouvoir utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique, qui est que n doit être supérieur ou égal à 30. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est les mêmes conditions? Tout simplement parce que ça, ce sont les conditions pour pouvoir appliquer le théorème de moi voir la place. Hein, pour pouvoir faire cette approximation asymptotique, eh bien, il faut que les conditions soient réunies. Et donc, on va bien vérifier que n est bien supérieur à 30. J'ai bien attrapé plus de 30 personnes dans le centre commercial. Et que l'espérance est bien supérieure ou égale à 5, etc. Voilà, on n'est pas trop sur les côtés, quoi. Au niveau de la proba. Ce qui est le cas ici. Hein. Vous avez, si vous faites le calcul, enfin là, il n'y a pas de valeur. Mais... Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à partir de là, vu que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir utiliser cet intervalle, je vais avoir un intervalle. Et cet intervalle va me dire, normalement, si la proportion que vous avez est bien la bonne, vous devriez avoir au moins 95% des gens dans cet intervalle-là. Alors, il se passe deux choses. Soit ma fréquence observée, j'ai observé une proportion de gens qui respectaient les conditions sanitaires, et ça tombe dans l'intervalle. Et donc à ce moment-là, je vais dire, j'accepte l'hypothèse que la proportion c'est bien P. Imaginons que ça soit 70%, j'arrive à prouver que il y a bien 95% des gens qui sont là-dedans. Donc ça prouve que mon hypothèse qui était que 70% des gens respectent les conditions sanitaires est une bonne hypothèse. Par contre, il se peut que la fréquence que j'observe, elle soit pas dans l'intervalle. À ce moment-là, on va dire qu'on rejette l'hypothèse. Voilà. Donc dans la plupart des exercices que vous allez avoir, je vais vous en donner quelques-uns, il va falloir vérifier que les conditions sont bien vérifiées, qu'il va falloir calculer l'intervalle, et ensuite on va vous dire, va falloir calculer le f observable, et puis dire si ça appartient, on accepte, si ça appartient pas, on rejette. Voilà. Alors, ça peut paraître très simpliste, mais c'est pas très compliqué. Il faut juste que vous arriviez à savoir quelle est la valeur de n, quelle est la valeur de p, quelle est la valeur de la fréquence. Et c'est là que ça se gâte. C'est-à-dire que des fois, vous n'arrivez pas à déterminer qui est quoi. Voilà. Et dernière petite remarque, c'est pas parce qu'on rejette l'hypothèse qu'elle est forcément fausse. On a un risque de 5%. On a normalement 95% des gens qui sont dans cet intervalle. Ça veut dire qu'il y en a quand même 5% qui sont en dehors de l'intervalle. On ne peut pas être certain. Du coup, peut-être que vous n'avez pas de bol, vous êtes tombé sur le cas qui vérifie l'hypothèse, mais qui lui est à l'extérieur de cet intervalle de fluctuation. Voilà. Il me semble que je suis arrivé au bout de cette partie-là. Des questions ?
Non, tout est clair. Non, ça va. Je suis allé un peu vite là, ça fait combien de temps que 30 minutes? Ah ouais, quand même. Voilà. Ça a duré moins de temps que ce que je pensais. Ah, parce que vous mesurez le temps en plus. Vous faites des probas sur le temps que je vais mettre pour mettre mes vidéos. D'accord. Bah, bien sûr, attendez, il faut bien qu'on applique au cours. Ah oui, mais t'as vérifié que les conditions étaient bien vérifiées. Alors, je reviens sur la suite du cours. Cours stat. Voilà. Je vais réduire un peu et on va finir le cours comme ça parce que normalement j'avais l'intention de faire 2 cours, mais là vous êtes là. Et hop, on y va. Voilà, donc j'en étais là, prise de décision. Je vais vous parler d'un autre intervalle. D'un autre intervalle. Et c'est pour ça que ça devient compliqué dans les exercices de bac. Parce que des fois on les confond les deux. D'ailleurs on n'est pas tous d'accord. Intervalle de confiance. Oui, Excusez-moi, est-ce qu'on va l'avoir le cours en PDF ou en fichier? il est mis sur le site. Ah, Il il est est sur mis. Discord. Ok. Je l'ai mis, je sais pas où. Mais dans un des salons, peut-être le cours. Si tu vas dans le salon Ah, ok, cours, ouais, je vais regarder. je te confirme ça. Je suis bien dans le salon cours TS et j'ai bien le TS cours stat qui est le nom de ce fichier-là. Ok, je vais le regarder. Non, non, mais il n'y a Ok, pas de merci souci. Hein. beaucoup. Vous avez le droit de réagir, c'est mieux. L'intervalle de confiance. Alors en fait, c'est un intervalle qui est complètement similaire. C'est-à-dire que vous regardez la formule qui est là, c'est le même que l'intervalle de fluctuation qu'on vous a donné en secondes. Mais exactement le même. Alors si on se ramène à un calcul de probabilité, la probabilité que P appartienne à cet intervalle est de 0,95. Voilà. Alors, quelle est la difficulté? Eh bien, il y a des fois, vous voyez cet intervalle, on va le réécrire. On va l'écrire comme ça. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la formule qui est là, on va remplacer P par la fréquence observée, et on va statuer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que j'ai affaire à un phénomène inconnu, qui suit succès et échec. Hein. J'ai un phénomène qui est complètement inconnu, j'ai répété plus de 30 fois mon expérience, mais je ne connais pas la probabilité. Cette probabilité que je cherche, je ne la connais pas. Exemple très classique, probabilité que M. Macron soit élu aux prochaines élections, voire pire, Trump. Bon, prenons la probabilité que Trump soit élu, personne ne sait s'il va être élu. À moins d'avoir voyagé dans le temps et d'aller regarder le résultat, on n'en sait rien. Donc qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils interrogent. Ils font des simulations. Ils prennent un certain nombre de personnes, ils leur posent des questions. Allez-vous voter pour Trump? Et ils vont dire oui ou non. Et ça va nous faire une fréquence. La fréquence observable. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette fréquence observable? Ben nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'il soit élu. Eh ben, on va dire, cette probabilité qu'il soit élu, elle est dans cet intervalle-là. Alors pourquoi? Ben, la démonstration est au-dessus. Mais voilà, on a 95% de chance que, ben, en fonction de ce que j'observe, si c'est bien comment dire, un échantillon aléatoire, hein, évidemment que si vous allez dans le camp des républicains et que vous posez la question, bon, ça va forcément être biaisé, quoi. Donc, on suppose que l'échantillon, et ça c'est le problème des sociétés qui font des sondages, instituts de sondage, il faut qu'ils interrogent un échantillon suffisamment grand, mais pas trop, parce que quand il faut appeler un certain nombre de personnes au téléphone, ça a un coût. Ça a un coût en temps et ça a un coût financier. Donc on ne peut pas interroger trop de personnes, mais il ne faut pas en interroger trop peu, parce que ben, il faut qu'au moins nos valeurs là elles soient vérifiées. Et ensuite, il faut faire attention qu'il y ait à la fois des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc., toutes conditions sociales différentes, des ouvriers, des techniciens supérieurs, des cadres, etc., etc. Donc vous voyez, les instituts de sondage, c'est pas forcément très simple pour elles. Mais voilà, quand vous approchez des élections, vous avez des sondages tous les jours, les gens vont voter pour ci, les gens vont voter pour ça, etc. Et en fait, on est dans l'intervalle de confiance. On est dans cet intervalle-là. Alors l'amalgame qui est fait, c'est que souvent, on utilise les deux intervalles. C'est-à-dire que on se dit, c'est la proportion, on devrait être dans cet intervalle-là, les gens n'ont pas répondu comme il fallait,
on aurait dû obtenir un tel pourcentage, mais en fait, les gens, ceux qu'on a interrogés, il y a eu une fréquence qui a baissé. Imaginons que la fréquence observée est de 0,4 et que le lendemain, elle est de 0,3. Ben, un journaliste peu matheux va dire, eh ben, les gens ont changé d'avis. Ce qui est complètement idiot, puisque c'est lié à la fluctuation d'échantillonnage. Et entre 0,4 et 0,3, en fonction du nombre de personnes qu'on interroge, on peut très bien être dans cette fourchette-là. Donc faites attention à ces fameux sondages. Voilà. Donc tout ça pour vous dire. Et petite anecdote, j'avais lu dans un magazine de maths, ouais, il y en a, pour ceux qui sont surpris. Il y a bien des trucs de... Bref, jardinage ou autre. Donc pourquoi pas un magazine de maths. Alors, dans les magazines de maths, il y en avait un qui essayait d'expliquer qu'il y avait quelqu'un un peu éduqué en maths qui avait essayé de faire passer une loi comme quoi quand on faisait un sondage il fallait donner les paramètres, le nombre de personnes sondées, hein, pour que les gens ils s'imaginent que quand on interroge sur 60 millions on n'interroge pas que 40 personnes, quoi. Ce qui est pas très loin de la réalité, etc., etc. Et ben c'est jamais passé au Sénat. Personne ne veut qu'on sache la réalité des choses. Ce qui permet de manipuler beaucoup les gens. Bref. Et ça, c'est pour ça qu'on vous fait un cours de statistiques. C'est pour que vous ayez un esprit critique vis-à-vis de... vis-à-vis des informations qu'on vous donne. Hein, moi j'aime bien dire ça à mes élèves de 5e. Je leur dis, voyez-vous, à une époque je jouais à la Wii avec mes enfants et mon fils avait 100% de gain contre moi. Alors évidemment le premier réflexe des élèves c'est de se dire que mon fils était effectivement très très fort, mais en fait on avait joué qu'une seule fois. Voilà, donc comment être manipulé avec les sondages, voilà, hein, c'est comme 100% des gens qui sont morts sur l'autoroute ont une espérance de vie de temps, hein, vous avez 2 minutes avant qu'il vous arrive un accident, c'est complètement faux, hein, les stats ont été faites sur ceux qui sont morts, c'est-à-dire que si vous savez que vous allez mourir, effectivement vous avez 2 minutes. Mais la plupart des gens repartent sainement, hein, du bord de l'autoroute. Là encore, c'est de la manipulation. Donc, du coup, on vous fait un cours de stack pour que vous compreniez bien les choses quand on vous en parle. Alors, je reviens sur mon cours. Vous avez 2 intervalles à connaître. L'intervalle de fluctuation asymptotique, qui, je connais la proba, et je mesure une fréquence observée, et je regarde si c'est cohérent avec ce que j'ai comme information. Et l'intervalle de confiance, qui, lui, est complètement à l'opposé, c'est-à-dire, je ne connais pas ma probabilité de succès, et je la cherche. Du coup, elle est probablement dans un intervalle. Et c'est cet intervalle qu'on appelle l'intervalle de confiance. Alors vous allez me dire, oui, bah, il ressemble beaucoup à l'intervalle de seconde. Pourquoi on n'a pas celui asymptotique? Eh bien, il existe un intervalle asymptotique. Mais il n'est pas au programme. Voilà, fin du cours. Donc, dans les exercices qu'on va vous donner, évidemment, hein, dans le livre, c'est segmenté par titre. Donc les premiers exercices que vous allez faire, vous savez que vous allez utiliser l'intervalle de fluctuation, et les suivants, vous allez avoir le titre qui vous dit « Calculer l'intervalle de confiance ». Donc forcément, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais dans les sujets de bac, pour ceux qui veulent en faire, eh bien, vous ne savez pas quel est le type d'intervalle sur lequel on est en train de vous interroger. Donc là, il va bien falloir essayer de comprendre si est-ce que je connais ma probabilité et je suis en train de mesurer quelque chose, ou est-ce que je la cherche et je ne la connais pas du tout. Donc il faut bien lire l'énoncé, hein. Souvent c'est assez sournois. On confond les 2 intervalles. Voilà, je vous ai fait tout le cours. C'était le dernier cours, dernier chapitre, dernière notion de l'année. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Voilà, hop, arrêter.